Judge Mark Lyson sees the contest 95 to 95. While judges Nicholas S. Dalton and Steve Weisfeld see the contest 97 to 93, declaring your winner by majority decision, and still the undisputed super lightweight champion of the world, Paddy Taylor! Soirée de fou. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de l'épisode 3 de la trilogie entre Amanda Serrano et Katie Taylor, l'épilogue qui s'est déroulé vendredi soir au Madison Square Garden et auquel j'ai pu assister. Je vous ai ramené quelques images, je vais essayer d'être concise, il y a énormément de choses à dire. On va regarder l'ensemble des combats et on arrivera au combat principal, la clôture de cette trilogie. Et on commence par le premier combat chez les poids moyens. En 8 rounds de 3 minutes, il oppose la Canadienne Tam Thibault à l'Américaine Mary Casamassa. Tam Thibault, on l'a vu aux Jeux Olympiques, malheureusement elle avait été éliminée dès le premier tour par une certaine Cindy Ngamba qui s'est retrouvée médaillée de bronze. Tam Thibault, certes c'est son 3e combat professionnel uniquement, mais attention, elle totalise 67 combats en amateur et elle a affronté des noms tels que Cindy Ngamba, comme je viens de le dire, Kian Lee ou encore Caitlin Parker, toutes médaillée aux Jeux Olympiques. C'est donc un sacré niveau, c'est aussi un sacré gabarit, elle a une très grande allonge, elle mesure 1,78 m. C'est donc compliqué pour une Mary Casamassa qui certes est à son 7e combat en professionnel mais n'a eu que 2 combats en amateur. Et Tam Thibault a un autre avantage, c'est que tous les combats qu'elle a effectués jusqu'à présent ont été faits avec des rounds de 3 minutes. Alors dès le premier round, elle va drop Mary Casamassa. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le style de Tam Thibault, c'est sa capacité à enchaîner les combinaisons après le double jab. Donc elle se rapproche, elle coupe la distance et hop, elle envoie derrière les combinaisons, elle tape à la fois à la tête, au corps, elle a de très bons déplacements de jambes, très ancrés au moment où elle envoie les coups et qu'elle cherche la puissance, un très très bon mouvement de hanche également. Bref, une différence de niveau qui est assez flagrante et comme on peut dire au Québec, avec Tam Thibault, il n'y a pas le temps de niaiser. Elle a drop au premier round et au 5e round, l'arbitre décide d'arrêter. Mary Casamassa est dépassée, elle n'a pas réussi à couper la distance, elle n'a pas réussi à toucher réellement Tam. C'est difficile, je vous rappelle, de boxer quand on a en face une adversaire plus grande parce que c'est aussi énergivore d'envoyer les coups vers le haut, c'est difficile de trouver la distance, il faut pivoter, il faut être très mobile et ça n'a pas été le cas malheureusement pour Mary Casamassa. Donc Tam Thibault s'impose de façon très claire et très tranchante. La suite pour elle, pourquoi pas une Kirsty Bavington qui avait essayé d'affronter Cindy Ngamba et dont le combat avait été annulé dans la carte londonienne, Natasha Jonas versus Lauren Price. À voir. En tout cas, ce n'est que de bon augure pour la suite. On passe maintenant à un combat qui m'a pas mal dérangé entre Ramla Ali et Lila Furtado chez les Supercoques. Ramla Ali qui revenait après avoir été mise KO notamment par Guzman, elle avait remporté ensuite la revanche. Ramla Ali qui est une top modèle entre autres, qui est beaucoup impliquée dans des associations, etc. et qui a beaucoup d'activités en parallèle de la boxe, qui était arrêtée pendant un moment pour des raisons personnelles, son père malade. Elle a dû changer de coach en revenant à Londres, alors qu'avant elle vivait à Los Angeles. Furtado, je vous en avais parlé, elle avait déjà combattu contre à la fois Raven Chapman et Caris Artingstall. Furtado, il faut pas la sous-estimer, c'est une boxeuse qui est difficile à boxer parce qu'elle est littéralement en train de mitrailler de coups, elle avance non-stop. Elle me fait penser à ces poupées qu'on remonte et qui se mettent à marcher tout droit sans s'arrêter. Et même si Furtado n'a pas un énorme menton, elle avait été drop dans les premiers rounds aussi contre Caris Artingstall. C'est une boxeuse qui a du cœur. Et c'est une boxeuse qui lâche pas l'affaire, comme on dit. Pour moi, elle remporte le combat. Ramla n'est pas parvenue à la tenir à distance par le biais du jab. Elle ne l'a pas drop non plus. Je trouvais que Ramla manquait de puissance. Du moment où les gants ne touchent pas le tapis, ça n'est pas un knockdown. Et j'ai trouvé aussi que Ramla ne coupait pas bien le ring. Donc c'est un combat qui n'était pas très beau à regarder, avec aussi pas mal d'accrochages. Malgré tout, pour moi, Furtado aurait dû remporter ce combat.
Le combat suivant est un des meilleurs combats de toute la carte. Il a opposé Chantelle Cameron à Jessica Camara, qui avait combattu contre Caroline Dubois. Ça avait été une domination de la part de Caroline. Et finalement, le combat s'était arrêté en non-contest suite à blessure de Jessica. Et chapeau à Jessica Camara qui, je trouve, n'a vraiment pas rougi de sa performance. Elle a touché à plusieurs reprises Cameron, elle l'a surprise. Chantelle, certes, est une excellente boxeuse, mais à plusieurs reprises, elle était un petit peu en retard sur Jessica. Je pense que ce qui a manqué à Jessica, c'est un meilleur jeu de jambes. Jessica, elle est facile à anticiper parfois parce qu'elle répète cette espèce de mouvement de buste de haut en bas. Elle a tendance à vouloir boxer au niveau du corps et donc à descendre. Et quand elle répète ça à plusieurs reprises, elle se fait attraper par l'uppercut de Chantelle Cameron. Malgré tout aussi, chapeau à Chantelle Cameron qui a eu de nombreux problèmes avec son visa et qui est arrivée la veille du combat. C'est vous dire, entre le stress, l'incertitude et la capacité de son corps à s'adapter avec le décalage horaire, la perte de poids très conséquente qu'elle a faite, quand on regarde avant sa préparation et maintenant, c'est flagrant. Chapeau à Madame Chantelle Cameron, mais aussi chapeau à Madame Jessica Camara. Vraiment, ce combat, je vous le recommande. Ce qui était appréciable aussi dans la boxe de Jessica Camara, c'est l'enchaînement des combinaisons. En tout cas, elle a essayé de couper la distance et d'atteindre Cameron au corps et après de remonter à la tête. Elle a essayé d'enchaîner des combinaisons. Elle a envoyé pas mal de puissance. Franchement, Jessica Camara, pour moi, elle a vraiment fait le taf et je trouve qu'elle a progressé. Alors, le combat qu'elle avait eu contre Caroline Dubois, il vaut ce qu'il vaut parce que je pense qu'elle avait été aussi prévenue de façon assez courte. Il n'y avait pas eu beaucoup de temps pour se préparer. Mais je trouve qu'elle a quand même progressé et ce qu'elle a montré contre Chantelle Cameron, s'il vous plaît, c'est quand même assez intéressant. Et je pense que Jessica Camara, c'est une boxeuse qui en a fait briller pas mal d'autres, qui est toujours prête au combat, et il lui manque juste encore quelques améliorations à mener. Chantelle Cameron était, quant à elle, très contente de son combat, surtout compte tenu des circonstances dans lesquelles elle est arrivée. Il est temps de laisser place au combat entre les poids-coqs Shernicka Johnson, l'Australienne Sugar Nix, et l'Américaine Sheretta Metcalf, surnommée Chicken. Shernicka Johnson arrive en short notice, elle remplace Dina Thorslund. Alors, je vous avoue que je n'avais pas tout compris, le pourquoi du comment on se retrouvait avec ces titres unifiés. Commençons par Dina Thorslund. La raison pour laquelle Dina Thorslund n'est pas pu venir, eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle est enceinte. Elle a découvert qu'elle était enceinte et donc forcément plus apte à combattre. Dans cette carte, sachant qu'elle totalise 23 victoires à 0 défaites, ainsi que les ceintures WBC, WBO et le titre ring chez les poids coqs. Alors je vous l'avais dit dans la vidéo avant combat, ce qui saute aux yeux c'est la différence de gabarit. C'est pas pour rien qu'on surnomme Sheretta Metcalf Chicken. Elle a des jambes très fines, elle a d'ailleurs un physique très filiforme, là où on trouve en face une Shernicka Johnson bien plus musclée et bien plus agile. La différence ne s'arrête pas au gabarit, il y a également une différence de niveau technique. Bien que Sheretta Metcalf soit la détentrice de la ceinture IBF, il apparaît très rapidement que Shernicka Johnson la dépasse sur plusieurs plans. Dès le départ, Shernicka va lui imposer une forte pression et Sheretta Metcalf va être très rapidement dépassée. Elle n'arrive pas à garder à distance Shernicka Johnson, le jab n'est pas efficace et chapeau à Shernicka Johnson pour avoir réussi, elle, à bien gérer le gabarit filiforme et la longue allonge de Sheretta Metcalf. Quand je compare ce combat de Shernicka... C'est difficile les prénoms. Quand je compare le combat de Sugar Nix, donc Shernicka Johnson, l'Australienne, à son combat précédent contre Nina Hughes, je trouve que Shernicka a progressé. J'avais émis la critique de son jeu de jambes, parce que je trouve qu'elle marche un peu trop, et que c'est facile de la prendre à défaut de ce point de vue. Je trouve qu'elle avait fait des efforts, on n'y est pas encore, et pour moi c'est un des points qu'elle doit travailler à l'avenir. Malgré tout, même si ce n'était pas parfait, elle s'est clairement démarquée de Sheretta Metcalf. L'arrêt de l'arbitre me paraît logique, et même si Sheretta aurait évidemment souhaité continuer, il valait mieux en rester là. C'était quand même plaisant de voir cette boxeuse tellement enthousiaste d'être dans cette carte. Vous êtes toujours motivé pour aller jusqu'au bout de cette vidéo?
On passe au combat qui oppose Elise Cotney à Yamilet Mercado. Elise Cotney, boxeuse dont je vous ai parlé précédemment, je crois que c'était lors du bilan 2024 ou alors lors des combats que je proposais pour 2025. Elise Cotney, boxeuse qui avait combattu Miyamoto récemment. Miyamoto qui affichait un gros score avec 0 défaite et qui, sur le papier, semblait avoir plus d'expérience qu'Elise Cotney. La grosse différence, c'est que Elise Cotney, elle, c'est une boxeuse depuis toujours, là où Miyamoto, qui n'est pas du tout de la même génération, eh bien, avait fait une transition d'un autre sport à la boxe, entre autres. Et donc, encore une fois, il faut être vigilant parce que sur le papier, ça ne dit pas toujours la réalité de ce qui se passe dans le ring. Elise Cotney, je vous la recommande en termes de style de boxe. Et quand on parle de boxe féminine qui arrive à maturité, pour moi, c'est un excellent exemple. C'est une boxeuse qui varie les angles, varie les gardes, rentre, sort, envoie des combinaisons à 1, 2, 3, 4 coups. Elle est détendue, elle est focus, elle est hyper déterminée. Dans son combat contre Miyamoto, elle saigne de l'arcade, je crois, dans les tout premiers rounds. Ça n'arrête pas. Et pourtant, elle continue et franchement, ça la bouge pas d'un poil. Elle reste focus sur son objectif, elle exécute son plan, elle est disciplinée. Franchement, j'aime beaucoup le style qu'elle a dans sa boxe. C'est fluide, c'est beau à regarder. Voilà, moi, Elise Cotney, elle dépasse largement de la tête et des épaules toute sa catégorie. Allez, je suis franche. Et en plus, voilà, vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, je l'ai croisée dans les rues de New York. Elle a été ultra sympa. C'est quelqu'un qui, voilà, quelqu'un avec qui j'ai continué un petit peu à échanger après. Elle est super accessible. Bon, elle sera peut-être plus maintenant, mais en tout cas, elle est sur la route pour être championne incontestée. Et il faut pas sous-estimer l'adversaire qu'elle avait, Yamilet Mercado, qui jusqu'à présent, elle aussi avait un palmarès et faisait peur à pas mal de boxeuses. Je dirais pas que Yamilet est en dessous de Ellie, je dirais que c'est Ellie qui est au-dessus de toutes les autres boxeuses. Et franchement, j'ai hâte de la voir continuer et voilà, ça va être compliqué pour ses oppositions. Je rappelle aussi que Elise Cotney est entraînée par le coach Shane McGuigan, que vous avez pu voir si vous avez suivi sur la BBC dans une série documentaire où on le voit ainsi que Caroline Dubois. Ça s'appelle The Stable et je vous le recommande. En tout cas, Elise Cotney, proche de devenir championne incontestée et c'est totalement mérité. Le combat qui suit oppose Savannah Marshall à Shadei Chagrin chez les super moyens. C'est le retour de Savannah Marshall qui n'avait pas combattu depuis un bon petit moment. Elle a fait son passage au PFL en MMA et puis elle revient. Alors elle était censée revenir sur la carte londonienne Jonas Price, et puis je sais pas trop ce qui s'est passé, mais au final, il a en fait venir en presse conf et son combat n'a pas eu lieu. On ne sait même pas qui était son adversaire supposé. Bref, elle a fini par signer avec MVP Promotions et elle combat Shadasia Green. C'est un combat que j'avais vraiment envie de voir parce que Shadasia Green, pour les plus anciens qui sont sur ma chaîne, je vous en ai parlé il y a longtemps. C'est une boxeuse que j'avais vue contre Cederos à l'époque. Et bon, Cederos, elle n'avait pas vraiment de technique, mais Shadasia Green, même si je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une forte technicienne, elle démontrait dans cette catégorie de poids des choses que je n'avais pas vues par ailleurs. Et donc, ça la rendait particulièrement intéressante. Dans ce choc, parce que pour moi c'était quand même un choc en termes d'opposition de style, Savannah Marshall m'a paru plus éteinte qu'à son habitude. Et ça, c'est un commentaire général que j'ai sur Savannah Marshall pendant toute cette Fight Week, qui m'a paru encore plus en retrait qu'à son habitude. Et même dans les médias workouts, dans son attitude, je sais pas trop ce qui se passe avec Savannah Marshall, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Et je sais pas si c'est parce que ça fait très longtemps qu'elle a pas boxé. J'ai l'impression qu'elle était un peu à côté. Malgré tout, elle s'en est pas mal sortie face à Shadasia Green. On a retrouvé les grandes lignes du style de Savannah Marshall, qui sait très bien utiliser son allonge, qui sait très bien utiliser son gabarit imposant. Savannah Marshall, c'est une boxeuse qui fait des feintes, qui tourne, qui fait beaucoup de mouvements de buste aussi, l'air de rien. Elle arrive à embrouiller ses adversaires aussi. Et Savannah Marshall, malgré tout, n'a pas pu s'imposer face à Shadasia Green, qui tape très fort. Elle était particulièrement affûtée, j'ai trouvé, par rapport à ses combats précédents. Et elle a suivi son plan, elle est restée disciplinée, restée concentrée. Alors bon, par contre, encore une fois, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est
les accrochages dans ce combat. Pour moi, il y en avait beaucoup trop. Shada Chagrin, par ailleurs, c'est une boxeuse très humble. Et voilà, je suis contente de la voir progresser. Ça fait plaisir quand on voit une boxeuse qui a commencé à émerger et qu'on voit que ça se réalise de plus en plus. Donc, je suis très contente pour elle. Par ailleurs, elle a obtenu la performance de la soirée, c'est-à-dire qu'elle a eu le fameux prix bonus à 250 000 $. C'est énorme pour elle, venant de Paterson, New Jersey. Franchement, ça fait plaisir. Et je pense que pour la suite, elle a prononcé Claressa Shields comme comme adversaire souhaité. Pourquoi pas une revanche contre Marshall, ça serait aussi intéressant. En tout cas, que des belles choses à venir pour Shada Chagrin, The Sweet Terminator. Bon, allez, maintenant, c'est parti pour le show. C'est parti le study show. J'ai le droit de chanter cette chanson, je m'appelle Nadia. C'est parti pour le show, et oui, parce que on aborde le co-main event avec Alicia The Bomb Baumgardner, voilà, et Jennifer Miranda. Alors Alicia Baumgardner qui prend Jennifer Miranda, on en a déjà parlé, c'est pas forcément le combat qu'on attendait pour Alicia Baumgardner, qui est revenue l'an dernier contre Delphine Persoon. Revenue d'où? Revenue de quoi? Revenue d'une suspension parce qu'elle a été attrapée par le col pour s'être gentiment, lourdement dopée. Donc voilà, hein, quand elle dit qu'elle était absente, qu'elle est contente de revenir, c'est intéressant de demander pourquoi elle était absente. Bon, j'ai pas eu l'occasion de poser cette question parce que malheureusement, pendant la presse conf, il y avait énormément de médias présents et les places étaient vraiment comptées pour pouvoir poser une question. Donc voilà, dommage, sinon je n'aurais pas hésité. Alors, parlons de Jennifer Miranda. Jennifer Miranda qui combattait habituellement en poids plume à 126 livres et qui fait donc une montée en catégorie pour combattre Alicia chez les super plumes ou juniors légers selon les fédérations. Alors, Jennifer Miranda, elle est quand même classée 3e selon BoxRec. Bon, après BoxRec, c'est un algorithme, hein, donc il faut s'en méfier. Dans son palmarès, on n'a pas vu tellement de grands noms. Et elle arrive à ce combat comme vraiment le challenger total, quoi. Personne ne croit une seule seconde qu'elle va poser problème à Alicia Baumgardner. Alicia Baumgardner, on ne peut pas lui enlever quand même qu'elle a un sacré bagage technique, qu'on le veuille ou non. Elle est dans la boxe depuis un bon moment. J'ai fait une vidéo sur elle, si ça vous intéresse, qui s'appelle « Tout le monde déteste Alicia ». Bon, c'est un peu ironique en fait. Et je rappelle son parcours. Mais elle a donc un bagage technique, elle a une boxe qui est plaisante à voir parce que sa gestuelle, comment dirais-je, fait un peu de spectacle. Elle aime bien enchaîner les coups et elle en rajoute, elle aime bien faire du show aussi. Donc tout ça, ça crée du divertissement. Mais ça ne lui enlève pas la technique. Ce qu'elle a perdu par contre, c'est la puissance. Avant, pour l'avoir vue en vrai, dans ses combats, et les boxeuses qui l'ont affrontée le confirment, Alicia, elle avait une puissance dévastatrice et un physique incroyable. Alors il y a sans doute une part de génétique, mais il y a plus que la génétique et sa suspension en est une explication. On a vu le changement physique avec une Alicia certes musclée, mais vraiment pas du même ordre que ce qu'elle était avant. Et on a vu aussi le changement dans l'impact de ses poings. Mais au-delà de ça, moi j'ai quand même vu des problèmes techniques avec Alicia. Des problèmes techniques parce que Jennifer Miranda n'a pas eu trop de mal à la garder à distance. Elle a très bien utilisé le jab. Elle a très bien embêté Alicia qui n'arrivait pas du tout à se rapprocher et à enchaîner ses combinaisons. Ça l'a frustrée. En plus de ça, elle avait sa tenue qui s'ouvrait. Quelle idée de mettre aussi une brassière avec une fermeture éclair quand tu vas faire un combat de boxe, mais passons. Donc tout ça, ça l'a frustrée. Elle n'a pas trouvé de solution. Je ne l'ai pas vue si explosive que ça. Sur les derniers rounds, comme à son habitude, elle commence un peu à gazer. Ça, c'est un problème récurrent avec Alicia. Donc je pense que du moment où elle a une boxeuse qui lui envoie du volume, c'est un problème. Je ne l'ai pas vue arriver à coincer Jennifer dans les cordes. Jennifer, parfois, elle avait du mal à s'en sortir quand elle était dos aux cordes. Mais j'ai pas vu Alicia vraiment, tu vois, enchaîner, être en capacité d'enchaîner les coups au corps, par exemple, quand elle la mettait dos au corps et vraiment lui faire mal, quoi. Alors c'est vrai que parfois, dans certaines séquences, elle a tapé vraiment au corps, et même limite du coup bas, on voyait que Jennifer, voilà, clairement, elle était marquée par ces coups-là. Mais elle a tenu, elle a adopté une bonne stratégie, et j'ai trouvé que Jennifer
touché plus que Alicia. Donc pour moi, Jennifer remportait ce combat. Si j'essaye d'être un minimum objective, je vois quand même plus souvent Miranda toucher. Alicia envoie des coups dans le vent, elle envoie des coups dans les poings. C'est impressionnant parce qu'encore une fois, elle a cette gestuelle, elle a toute cette énergie qu'elle amène autour de chacun de ses coups qui fait que waouh, c'est impressionnant et tout. Mais quand on regarde, moi je l'ai vu beaucoup taper dans les gants et taper dans le vent. Là où Miranda, peut-être qu'elle envoyait un peu moins de volume, mais elle touchait plus fréquemment. Donc ça, c'est ce que j'ai moi perçu. J'ai pas revu le combat sur Netflix en détail, mais enfin bon voilà. Donc je suis restée sur cette impression que Jennifer Miranda remportait ce combat qui était serré. C'est une contre-performance totale de la part d'Alicia. Ça aurait dû être beaucoup plus facile parce qu'elle prend une adversaire qui fait une montée de catégorie. Elle prend une adversaire, certes, qui est 3 selon BoxRec, mais encore une fois, on sait bien ce que ça veut dire BoxRec. Franchement, avec la grande bouche qu'elle a eue, bon, au-delà de ça, Alicia, elle a quand même l'audace, le lendemain, du combat de call-out Katie Taylor. Bon, ça fait partie de son gros buzz et tout ça, mais j'espère vraiment que ce combat ne va pas avoir lieu parce que ce serait catastrophique pour moi que Katie Taylor finisse sa carrière là-dessus. On arrive maintenant au main event de cette soirée, Katie Taylor qui affrontait Amanda Serrano pour la 3e fois. Alors, les ring walk montrent déjà l'opposition de style, c'est le moins que l'on puisse dire. D'un côté, Puerto Rico avec Amanda Serrano, sa danse, c'est un peu plus exubérant. Le côté irlandais, Katie Taylor, plus sur la réserve, hyper focus. Vraiment, le regard de Katie Taylor quand elle avance sur le ring, c'est quelque chose. J'aime beaucoup sa tenue. À chaque fois, ce côté noir et or, je trouve que c'est très très classe, sobre. Ça lui donne un côté magistral. L'ambiance est tout simplement dingue. J'ai jamais entendu un boucan pareil. Alors, certes, New York est à la fois une ville dans laquelle il y a une forte communauté irlandaise et une forte communauté puertoricaine. Il n'empêche que les Puertoricains ont fait 10 fois plus de bruit que les Irlandais. Désolée pour les Irlandais, mais franchement, quand Puerto Rico faisait du bruit, les murs tremblaient. C'est très difficile à retranscrire dans la vidéo. Le son ne capte pas bien, mais c'était... parce qu'en fait, c'était saturé, je pense, tout simplement. Mais quelle ambiance électrique, phénoménale. C'était génial. Des chants, des gens étaient heureux d'être là. Vraiment, moi, j'avais la sensation de vivre un moment historique incroyable et ça a contribué aussi de ma perception de ce combat précisément. Alors moi, c'est vrai que les premiers rounds, c'est des rounds où il se passe pas grand chose. Ça tourne, ça se touche pas vraiment, ça envoie des coups un peu dans le vent. Ça surprend pas mal de monde parce que on avait eu 2 combats précédemment très intenses avec énormément de coups échangés et du corps à corps quasiment dans les deux combats. Donc ce combat-là, le 3e, démarre sur un autre rythme. Katie est là pour prendre le contrôle, tout simplement. Là, elle nous a fait du Katie Taylor au maximum de Katie Taylor, c'est-à-dire le style pur jus de Katie. Elle danse autour de toi, elle te met à distance, elle rentre, elle sort, elle te pique. Elle va plus vite et elle te prend de vitesse, elle rentre, elle sort, elle tape. Voilà, et ça a été ça tout le combat. Amanda Serrano, puncheuse, elle, habituellement, son style, c'est plutôt je te fonce dessus et je te bombarde. Je te mitraille de coups. Ça, elle peut le faire quand on la laisse te foncer dessus. Avec une Katie Taylor, c'était très compliqué parce que on a vu dans les combats précédents les difficultés que parfois Amanda Serrano a pu avoir à couper le ring. Danina Ramos, c'est un bon exemple. Elle s'est améliorée, mais elle a toujours eu cette tendance à marcher et à pas bien couper le ring. Avec Katie Taylor, elle peut te faire tourner pendant 12 000 ans si tu fais ça. Katie, elle va faire que tourner, et c'est un peu ce qu'elle a fait. Donc, à un moment donné, il faut casser cette distance. La stratégie adoptée par Amanda Serrano, qui était un peu surprenante, ça a été de ne pas casser cette distance, justement. On est nombreux à ne pas avoir compris vraiment ce qu'ils avaient essayé de faire, si ce n'est que peut-être, comme les premiers combats étaient serrés, elle a peut-être voulu avoir une stratégie où elle toucherait plus et elle éviterait de trop s'exposer sur les premiers rounds, parce que certes, elle pouvait attaquer sur les premiers rounds, mais le risque après, c'est que tu te fais contrer aussi, et que derrière, tu dois récupérer après ces rounds que tu auras probablement perdu dans l'œil des juges. Donc monter en pression, ça se fait pas comme ça. Ça veut dire aussi prendre des risques, ça veut dire aussi s'exposer, ça veut dire peut-être perdre les 2 premiers rounds, mais les récupérer après.
ça veut dire éteindre son adversaire. Il y a plein de composantes dans la stratégie. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas voulu se préserver sur les premiers rounds, se disant que, vu que ça allait être serré, il fallait pas perdre les premiers rounds, et il fallait voilà, garantir qu'à la fin, elle arrive à la surprendre et à l'emporter. Moi, je trouvais ça bizarre, parce que sur la base des 2 premiers combats, je me serais attendue à ce que Amanda se dise, et vu qu'elle a travaillé sa musculature, je m'attendais à ce qu'elle cherche vraiment à éteindre Katie rapidement pour qu'il n'y ait plus de place au doute, en fait. Sauf que c'est pas du tout ce qui a été fait. On a eu une Amanda Serrano qui est restée à distance, qui n'arrivait pas à rentrer. On a eu une Amanda Serrano qui n'allait pas assez vite, qui aussi proposait uniquement des échanges à 1-2 coups maximum. J'aurais bien aimé voir Amanda faire un peu comme... alors ça n'a rien à voir en termes de style, mais le double jab de Tam Thibault, j'aurais bien aimé voir Amanda faire des choses comme ça. Dire double jab et après pouvoir rentrer et envoyer en force derrière. Et ça, elle l'a pas fait. Elle avait 1 coup, 2 coups, et comme ça, de façon très saccadée, avec une Katie Taylor qui, elle, franchement, s'est baladée, quoi. Elle tournait, tranquille. Elle l'a totalement géré, la distance, le rythme. Voilà, c'est masterclass de la part de Katie Taylor. Elle était au sommet de son style, de son art, et je pense que ça paraissait très facile, mais je pense que c'était loin d'être facile, ce qu'elle a fait. Je pense que c'est 2 boxeuses qui, au fil des 2 premiers combats, ont vraiment appris à se connaître et à s'anticiper. Et c'est aussi pour ça que le 3e combat donne cette impression de baisser en intensité. Je suis pas finalement tellement étonnée, moi, que ça soit déroulé de façon moins intense, parce que maintenant elles se connaissent. Et vu que les 2 premiers combats ont été extrêmement serrés, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait ce genre de calcul. Malgré tout, le problème avec Amanda, c'est pas tellement qu'il y ait eu ce genre de calcul ou même de précaution, c'est qu'il y a eu une volonté, j'ai l'impression, d'adapter son style, et t'adaptes pas le style d'une boxeuse comme Amanda Serrano à ce moment-là de sa carrière pour le dernier combat d'une trilogie contre Katie Taylor. Son style, tu dois pas chercher à l'adapter, tu dois chercher à faire, c'est construire une stratégie autour de son style originel qui va surprendre son adversaire, mais ne pas changer son style. Tu vas pas transformer une puncheuse en boxeuse qui boxe à distance, qui jab et qui tourne. Et ça, j'ai l'impression ce qu'ils ont un peu essayé de faire, même si on n'aura jamais une Amanda Serrano qui fait du Katie Taylor. Là, elle était ni totalement une puncheuse, ni totalement une boxeuse qui te jab à distance. Donc, cet entre-deux n'a pas du tout fonctionné. Il n'y a pas que du mauvais quand même dans ce qu'a proposé Amanda, loin de là. Mais ce n'était pas suffisant pour ce combat-là, face à une Katie dans la forme dans laquelle était Katie Taylor. Je rappelle quand même qu'elle a 39 ans. À 39 ans, arrivée avec le physique qu'elle a eu, moi j'avais peur au début parce que je la trouvais au moment de la peser très sèche, et je me suis dit mais elle va être fragile, elle va se faire plier. Pourtant elle s'est bien réhydratée et franchement elle avait un physique au top du top. On a revu une Katie Taylor qui est sur ses pointes, qui danse, qui s'envole j'allais dire, et qui va très vite. Elle va tellement vite. Bon, c'était magnifique. Moi, j'ai eu l'impression, avec l'ambiance, que le combat était intense parce qu'il y avait de la tension quand même dans la salle. À chaque moment où Amanda Serrano touchait Katie, ça s'enflammait côté puertoricain et les murs tremblaient. À chaque fois que Katie enchaînait 1, 2, 3 coups, les Irlandais mettaient le feu. Et ça plus la présence médiatique énorme, tous les photographes, tout le monde était à l'affût, c'était une ambiance vraiment très particulière et qui a contribué pour moi en tout cas à vivre ce combat de façon très intense. C'est dur de voir Amanda quitter le ring, les larmes aux yeux et malgré tout qui essaie de sourire et qui fait un signe de la main. C'est dur parce que quand on voit tout ce qu'elle a accompli, et même, j'ai envie de dire, même pas que dans la boxe anglaise, quand on voit 7 catégories de poids différentes, mais c'est énorme ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, et franchement, j'aurais quand même aimé la voir gagner, même si moi, je l'ai dit, j'étais team Katie Taylor. Malgré tout, Amanda, j'aimerais qu'elle ait sa belle victoire. Donc sans doute son dernier combat sera le prochain et j'imagine qu'il sera fait à Puerto Rico. Et j'espère qu'elle aura vraiment un combat à la hauteur et une belle fin de carrière. Pour ce qui est de Katie, alors comme je l'ai mentionné précédemment, Alicia, la call-out après le combat, bon, c'est un peu les effets d'annonce de Baumgardner et ses coups de pub en tout genre. J'espère que ça va pas se produire, je pense quand même qu'il y a un risque parce que maintenant qu'Alicia est signée chez MVP Promotions, Katie
Elle a pas dit qu'elle arrêtait sa carrière, elle a pas dit qu'elle continuait, donc elle est indécise. Malgré tout, je pense qu'un truc qui la ferait hésiter à Katie, c'est pas tellement l'argent, c'est pas tellement voilà, l'argent qu'elle va se faire. Je crois pas que c'est le genre d'athlète qui fonctionne sur ça. Katie Taylor, c'est plutôt quelqu'un qui pense à sa legacy et à son héritage, et je pense que elle voudrait laisser derrière elle une fin de carrière où elle fait son dernier combat chez elle en Irlande. De la même manière que Serrano veut faire son dernier combat à Puerto Rico, je pense que Katie, elle a à cœur de faire son dernier combat à Croke Park en Irlande. C'est hors de prix. Souvenez-vous que Conor McGregor avait proposé de contribuer au financement. Aujourd'hui que Jake Paul est dans le jeu, je pense que ça serait réalisable. J'espère qu'il ne va pas vouloir organiser Taylor Baumgardner. J'espère qu'il va plutôt vouloir organiser Taylor Cameron, même si je pense que Taylor perdrait probablement ce combat-là. Si elle le perd, mais que c'est son dernier combat, elle partira la tête haute parce qu'elle aura pris la boxeuse qui l'a battue. Et donc voilà, et si elle le gagne, eh bien, alors là c'est carton plein, elle aura vraiment terminé sa carrière que sur du positif, quoi. Donc voilà, moi j'envisage les choses comme ça, mais idéalement, ma préférence, ça serait que Katie annonce sa retraite, qu'elle parte là. Certes, son dernier combat n'aura pas été en Irlande, mais c'est le Madison Square Garden plein, sold out. Donc fin d'une trilogie, franchement, si elle n'est pas prête à prendre Cameron, prends ta retraite Katie et voilà. Pars sur une note positive. Quelle soirée! Pour moi, ça restera inoubliable et historique pour la boxe, pas seulement la boxe féminine. Et bien que la boxe féminine affiche encore des disparités dans les niveaux, on l'a vu y compris dans cette carte, c'est un événement majeur, je suis très heureuse qu'il ait eu lieu. C'est par ce biais-là qu'on arrivera à développer le sport. C'est par ce biais-là qu'on va attirer de jeunes athlètes vers ce sport. C'est davantage d'opportunités, c'est des narratifs qui sont attractifs et des personnalités des athlètes auxquelles on a de plus en plus la capacité de s'identifier. La boxe féminine est encore jeune. Aujourd'hui, elle marque un point de bascule et qu'on soit convaincu ou pas par le niveau des différentes boxeuses, on ne peut que s'en réjouir. Merci à tous, à bientôt pour le prochain épisode.